Bonjour, je fais cette vidéo, ce direct, pour souhaiter mes condoléances à la maman de Mamoudou ainsi qu'à toute la famille. Mes condoléances. C'est le tiers africain Georges Passy. Je suis né au Congo-Brazzaville de mère française. Je suis un résistant, un grand activiste pour la libération de l'Afrique. Je me bats pour que l'Afrique ait sa souveraineté, pour que l'Afrique retrouve sa dignité, que toute l'Afrique ait ce qu'on appelle l'eau potable et l'électricité pour tous. Je me bats à ce que le peuple africain puisse retrouver sa vraie dignité, sa vraie liberté. Parce que, selon les colons, que nous avons eu 60 ans d'indépendance grandement fou, la colonisation n'était que la destruction de l'homme noir. La colonisation n'était que le mépris de l'homme noir. La colonisation n'était que le châtiment de l'homme noir. Donc, maman, votre fils n'était pas tué par ce jeune turc qu'on dit turc. Non. Votre fils a été tué par une bande de plusieurs Arabes. De plusieurs qui l'ont tué. Et votre fils a été tué, ce n'est pas par rapport au jeu de Cannes, au jeu de Cannes de football. Non. On l'a tué, votre fils, Mamoudou, parce que votre fils défendait la cause de l'Afrique. Il parlait des minéraux des terres rares, les minéraux stratégiques. Et votre fils a été tué par rapport à la connaissance dont il était en train de parler des minéraux de l'Afrique. Votre fils a été tué par rapport à cela. Mamoudou, votre fils, n'est pas mort par des racistes, comme on dit, non. On est en train d'utiliser le mot raciste parce que l'homme noir, on l'aime le bercer avec les propos des trucs racistes. Votre fils n'était pas tué par le clan raciste, non. Votre fils a été tué par la mafia de la France-Afrique. Et la vérité doit être dite. Votre fils parlait du pétrole. Il parlait du pétrole. Le pétrole. Votre fils parlait du coltan. Les minéraux des terres rares. Le coltan vient du Congo, RDC. Votre fils parlait du cobalt. Le cobalt. Les minéraux des terres rares qui servent à toute la technologie. Dont on utilise les enfants au Congo, RDC. On exploite les enfants pour qu'ils travaillent dans les mines de cobalt, de tantal et du coltan. Votre fils, c'était un docteur en droit. Il avait une connaissance à l'âge de 31 ans. Votre fils était un génie envoyé par Dieu pour libérer l'Afrique. Et votre fils avait une connaissance. Votre fils n'est pas mort par rapport au football. Il était tué par la mafia France-Afrique. Je vous le dis, maman. Au nom de tous les ancêtres qui sont en moi. Les ancêtres africains. Au nom de Papa Simon Kimbangu. Au nom de Kimpavita. Et au nom de tous les autres ancêtres qui sont en moi. Votre fils, Mamoudou, a été tué par la mafia France-Afrique. Le président Emmanuel Macron, il ne vous dira jamais la vérité. La justice française ne vous dira jamais la vérité. En France, on tue les Noirs. Oui, la France devient le territoire où on tue les Noirs. Parce que les Noirs n'ont pas encore pris conscience. Les Noirs se disent qu'en France, c'est un beau pays. Mais non,
La France est en train de tuer les Noirs comme exactement on tue les Noirs aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tout le temps on tue les Noirs. Maintenant, la France veut faire aussi ce même style. Pourquoi on tue les Noirs? Je vais vous le dire, maman. Pour la petite bande de ceux qui gèrent l'économie mondiale, ils se disent que l'homme noir, à l'époque de Léopold II, on a coupé les mains, les pieds de nos ancêtres pour le liquide du caoutchouc. On a coupé les mains et on faisait tenir à nos ancêtres les mains. Ils se disent que aujourd'hui ça peut continuer. Voilà. C'est ce qu'on faisait à nos ancêtres. On les coupait les mains, on les coupait les pieds pour le liquide du caoutchouc. Voilà, l'esclavagisme. Donc ils se disent au XXIe siècle, l'homme noir est un esclave. Et pour eux, les minéraux qui se trouvent en Afrique, ils disent tous ces minéraux-là, c'est pour eux. Aucun minerai appartient à l'homme noir. Donc, maman, ce qui s'est passé en France sur votre fils, ce n'est pas un meurtre raciste, c'est un meurtre des agents de la France-Afrique, des tueurs qui ont payé des gens pour faire l'affaire. Ils ont vu c'était le jeu de Cannes, ils en ont profité. Mais ce n'est pas un meurtre raciste. Non, c'est un meurtre politique de la mafia France-Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas libérer ce que nous avons en Afrique. Ils ne veulent pas que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Ils ne veulent pas que les gens laissent tranquille l'Afrique. Je vais vous montrer une vidéo où votre fils parlait. Donnez-moi un instant, maman. Et toute la famille de Mamoudou. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je crois que je vais le faire avec le téléphone. Hein, parce que la table... Ah voilà. Là, il est ouvert. Donnez-moi un instant. Hein. Je vais ouvrir... je vais vous faire voir là où votre fils est en train de parler. Parce que c'est important. J'ouvre le truc, j'ouvre, je cherche la vidéo.
Et pourquoi il frise? C'est quoi ça? Excusez-moi, hein. Tellement il fait chaud, le truc est en train de... Il fait tellement chaud ici en Grande-Bretagne. Il fait très très chaud. À Londres. Comme à Paris, il fait chaud. Partout en Europe, il fait chaud. Très très chaud. Donc je cherche la vidéo. Je veux mettre la vidéo où ce que votre fils parlait. Bon, où est le téléphone? Ça énerve ça. Donnez-moi un instant.
l'exploitation minière en Afrique. Mamoudou Ba. Voilà la vidéo où ce que votre fils parle. Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour ce soir, nous parlons de la problématique de l'exploitation minière en Afrique. Mamoudou Bari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé en droit des affaires et fiscalité. Vous êtes aussi chercheur à Fiking Africa, un institut de recherche d'enseignement sur la paix en Afrique, un institut qui est basé aussi bien à Dakar qu'à Abidjan, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes chercheur ici aussi en France? Ah oui, tout à fait, chercheur à l'école doctorale de droit de Normandie, précisément dans le laboratoire du Curège, c'est le centre rouennais des études juridiques. Oui. Et voilà, j'ai fait mes recherches dans le cadre de la fiscalité minière et l'investissement étranger dans ce secteur minier. Ça tombe bien. Nous allons parler de l'exploitation minière. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien la question que nous allons traiter ce soir, comment pourrons-nous définir l'exploitation minière? L'exploitation minière, dans le sens primaire du mot, c'est l'ensemble des activités d'extraction des minéraux en vue d'en disposer à des fins utilitaires ou commerciales. Oui. Et puis, mais il faut surtout savoir que l'exploitation minière, dans le sens générique, englobe aussi la recherche minière, donc l'exploration et puis les activités de transformation industrielle, bien entendu. Donc c'est la première étape, la deuxième étape, vers une troisième étape qui est la commercialisation de ces produits miniers. Quand on évoque l'exploitation minière, l'autre question qui nous vient en général à l'esprit, c'est qui sont les acteurs des activités minières en Afrique? Très bien, c'est une bonne question. Les acteurs des activités minières, on peut les classer en trois catégories. Il y a d'abord l'État, parce que les ressources minières appartiennent à l'État. Donc l'État, c'est l'acteur principal, mais surtout, il y a les sociétés minières qu'on appelle les multinationales. Et à côté de ça, il y a les partenaires techniques et financiers qui sont les grandes institutions financières internationales, à l'image des institutions de Bretton Woods, bien entendu, et d'autres institutions qui sont dans d'autres pays comme l'Union européenne qui assistent ces pays dans le cadre de leur politique minière, dans le cadre de leur politique douanière, dans le cadre de leur politique de mise en place, en tout cas, de stratégie d'attractivité des investisseurs étrangers dans ce secteur-là. Surtout, ce qu'il faut préciser, Ahmed, au niveau de l'autre catégorie d'acteurs, ce sont les multinationales. Ces multinationales sont pour la plupart, disons, 99% des multinationales étrangères. Oui, qui viennent de pays occidentaux, qui viennent donc extraire l'uranium, le pétrole, l'or, tous les minéraires que nous avons dans le sous-sol africain. Nous allons parler de cela dans un instant. En préparant cette émission, je m'étais promis de vous poser cette question. Comment expliquez-vous le décalage qu'il y a entre les ressources minières que nous avons sur le continent et la misère que l'on voit au quotidien en Afrique? C'est extrêmement catastrophique. Mais quand vous parlez de cette question, vous avez en fait, vous êtes révolté, pour ne pas dire choqué, parce que quand on est choqué, c'est pour un moment, mais quand on est révolté, c'est irréversible. Le continent africain, je le rappelle, a déjà, disons, les 2 tiers des réserves de matières premières dans le monde se trouvent en Afrique. Vous dites 2 tiers? 2 tiers des réserves mondiales de matières primaires viennent de l'Afrique. Quand vous prenez par exemple la Guinée en matière de bauxite, simplement, qui est en fait ce minerai qui permet d'avoir de l'aluminium, la Guinée dispose de plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, capable d'approvisionner l'industrie mondiale de l'aluminium pendant plus de 500 ans, soit 3 fois, en tout cas en matière de durée, plus long que tout le pétrole connu sur Terre. Le Niger, qui produit de l'uranium, c'est des études de la Banque mondiale que je suis en train de vous lire, des études des institutions crédibles. Vous prenez le Niger, un pourcentage énorme du nucléaire français dépend de l'uranium du Niger. Vous prenez le Congo, je parle de la RDC, un tiers des réserves mondiales de cobalt viennent du Congo. Et pourtant, ce continent est décrit comme un continent pauvre. Finalement, on ne sait pas si c'est un continent qui est pauvre ou c'est un continent qui s'appauvrit. Moi, je dirais, dans un autre sens, c'est un continent riche appauvri.
C'est-à-dire appauvrie, bien sûr, par les politiques d'exploitation de ces ressources-là. C'est vrai que nous n'allons pas mettre simplement la responsabilité sur les étrangers. L'Afrique en a la responsabilité, peut-être même à 80%, parce que si nous disons que ce sont les Occidentaux, ce sont les multinationales qui exploitent mal, ou en tout cas qui ont une dominance, pourquoi nous n'avons pas pu résister? Pourquoi nous n'avons pas pu résister? C'est une question que je me pose, parce que dans les années 40, le Qatar n'avait pas de pétrole. C'est dans les années 40 qu'on a découvert le pétrole. Aujourd'hui, le Qatar a la souveraineté sur son pétrole. Quand vous regardez le Japon, l'Afrique d'aujourd'hui ressemble un peu au Japon des années 40. Aujourd'hui, le Japon n'a rien à voir. Le niveau de vie du Japonais, le niveau de vie du Qatari n'a rien à voir avec le niveau de vie de quelqu'un de l'Union européenne. Ils sont en avance, Parce que pourquoi ils ont pu résister aux multinationales? Ils ont pu résister, en tout cas aux puissances, peut-être même, jadis coloniales, et nous n'avons pas pu résister. Je pense que nous devons être, encore une fois, un peu plus sérieux que ça pour que nous puissions rendre notre continent heureux, exploiter nos ressources minières dans un cadre juste et équitable. Si je résume votre pensée, vous dites l'Afrique est un continent qui est riche, qui a tout ce qu'il faut dans son sous-sol, et même au-delà. Et que ce décalage que nous observons aujourd'hui entre la misère permanente quotidienne aujourd'hui et ces ressources qui sont dans le sous-sol, qui sont exploitées par des multinationales, qui repartent dans les pays occidentaux, c'est d'abord notre faute, nous les Africains. Faute, nous en avons une, bien entendu, parce qu'il y a la corruption. Dans ce secteur-là, c'est le secteur le plus opaque, le secteur des ressources naturelles. De façon générale, l'histoire le connaît, c'est le secteur le plus opaque. Il y a un problème de transparence qui est là. Comment les marchés se passent. Comment, bien sûr, le maigre revenu de ce secteur-là, comment il est redistribué. Cela m'amène à vous poser la question de savoir s'il existe un cadre juridique qui réglemente vraiment les activités d'exploitation minière en Afrique. Parfait, je pense que c'est la question même cruciale d'un tel débat, le cadre juridique de l'exploitation du secteur minier en Afrique. C'est là où vous parlez des codes miniers, vous allez parler des codes d'investissement, vous allez parler en fait des conventions minières, et puis vous parlez des actes administratifs unilatéraux, c'est le cas des permis de recherche et puis des concessions, j'en passe. Quand vous prenez les codes miniers, c'est dans ces codes miniers-là où toutes disons les obligations des sociétés minières, les obligations de l'État sont décrites. Mais quand vous faites aujourd'hui une lecture panoramique des codes miniers africains, vous êtes étonné de voir que l'Afrique construit des codes extrêmement attractifs de l'investissement étranger, de façon à ce que c'est comme si l'Afrique dit aux investisseurs, venez, c'est pour vous, vous exploitez. Alors que à mon avis, j'aime souvent dire ça avec mes amis de recherche au niveau de l'école doctorale, que les ressources minières, ce ne sont pas des champignons, ça ne pourrit pas le lendemain. Il faut exploiter, mais exploiter dans un cadre juste et équitable. Et quand vous revenez sur, disons, le cas des conventions minières, quand vous voyez les clauses de stabilité fiscale, douanière, qui sont insérées dans ces clauses, mais vous ne comprenez pas. C'est extrêmement difficile dans ce sens-là d'aller vers un développement de l'Afrique, vers en tout cas un retour de ces minéraux-là vers les populations pour que les gens puissent entrer en possession des ressources, bien entendu, qui sont les leurs. Pardonnez-moi cette question. Est-ce qu'en Afrique, on a bien des conseillers juridiques, des personnes qui sont au fait de comment ça se passe ailleurs? Pourquoi nous ne suivons pas les exemples des pays qui ont réussi à exploiter au mieux leurs ressources? Je pense qu'il y a une volonté politique qui est là, mais il y a une question aussi de transparence. Une question de transparence. L'Afrique ne manque pas de ressources humaines, même si, encore une fois, il faut mettre ça entre guillemets, parce que le domaine minier, c'est un domaine extrêmement complexe, c'est un domaine extrêmement technique. Avoir des ingénieurs, c'est une chose, mais avoir des experts en matière de montage financier, en matière de rédaction des contrats miniers, qui sont là, qui peuvent faire 20 ans, 30 ans, 40 ans,
c'est des formations extrêmement pointues qui nécessitent, en tout cas, non seulement une spécialité, mais aussi une expérience sur tout ça. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les clauses qui sont insérées dans les conventions minières, je vais vous donner simplement un exemple d'une convention minière, c'est le cas de... Je ne vais même pas appeler ça une convention, c'est l'accord transactionnel que la Guinée a signé avec la République de Guinée, bien sûr, a signé avec la société Rio Tinto. C'est extrêmement grave quand vous lisez cet accord transitionnel qui donne à la Guinée 700 millions de dollars. Mais quand vous regardez le contenu, vous considérez cet accord-là comme un deal financier, comme un prêt, pas à 0%, mais un prêt plutôt à 100%. Parce que dans les clauses qui sont insérées dans cet accord, il est dit que ce montant est déductible d'impôt. Ce qui veut dire que tant que la société ne fait pas de bénéfices supérieurs à 700 millions d'euros, ces 700 millions d'euros-là sont déductibles du résultat comptable de ces filiales qui sont installées en Guinée. Et il y a dans un État, il y a pire. Dans nos États des personnes qui ont apposé leur signature au bas d'un document comme celui-là. Très bien, bien entendu, les documents sont signés. En Afrique, généralement, ce sont les ministres des Mines qui signent. Et en Guinée, c'est le ministre des Mines, bien entendu, qui signe au nom de l'État ces contrats-là. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais évoquer la façon de parvenir à contrôler les activités des sociétés minières. Comment faire pour inverser la tendance et permettre enfin à l'Afrique de bénéficier de ses ressources, de l'exploitation de ses ressources? Je pense qu'il faut surtout insister sur, en tout cas la réponse qu'on va apporter à une telle question, comment contrôler. C'est le problème de transparence qui manque, en tout cas en grande partie à ce secteur-là. Il faut un contrôle, et le contrôle doit être à plusieurs niveaux. Un contrôle a priori, donc un contrôle en amont, un contrôle pendant l'exploitation et un contrôle après l'exploitation. Moi je parle premièrement, un contrôle fiscal. Il faut que ces entreprises soient contrôlées, mais comment contrôler si les administrations fiscales ne sont pas équipées? Les agents de ces administrations fiscales et douanières ne sont pas bien formés dans ce sens-là, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand 50 avocats font un montage financier pendant des centaines d'heures, ce n'est pas 10 agents de l'administration fiscale qui arrive à 10 heures et qui part à 11 heures qui saura déceler tout ça là. Donc là, c'est un. Et deuxièmement, il faut un contrôle parlementaire. Au-delà du contrôle fiscal, il faut un contrôle parlementaire. Il faut que les représentants du peuple puissent avoir un droit d'égard sur les activités minières. Un contrôle, a priori, d'abord, en mettant une législation claire, et puis en diligentant des enquêtes parlementaires pour savoir exactement est-ce que ces sociétés minières respectent leurs obligations fiscales, leurs obligations juridiques, leurs obligations financières, environnementales et sociales, inclus dans ces conventions. Donc il faut un contrôle. Et puis, vers la fin, il faut contrôler que ces sociétés minières respectent l'environnement, mais aussi respectent la reconstruction de la mine. Parce que après la mine, il faut une vie. Après, donc il faudra que les gens essayent de revenir reconstruire l'environnement écologique qui est là. Qui a été détruit. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre entretien. Juste une question très rapide. Le 5 février prochain, vous participez, si j'ai bonne mémoire, à une conférence débat organisée par l'Institut Viking Africa sur le thème de l'exploitation de nos ressources et le rôle de l'État face aux multinationales. C'est quoi l'objectif et où se déroule cette conférence? L'objectif de la conférence, notamment, c'est d'expliciter toutes ces questions que nous venons d'entamer de façon un peu brève. La conférence se tiendra à Rouen, à la maison de l'université. Et l'objectif, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est d'expliciter notamment toutes ces questions juridiques, toutes ces questions économiques, la procédure de négociation de ces contrats-là, qu'est-ce que cela apporte à l'Afrique. Et surtout, je voulais préciser pour vous, Viking Africa, l'institut pour lequel il fait des recherches, prévoit une formation des parlementaires africains, notamment des parlementaires guinéens, des parlementaires rwandais, congolais, sénégalais. En tout cas, nous proposons cette formation-là aux parlementaires pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour contrôler ces sociétés minières, contrôler ces actions-là. Et je n'allais pas, en fait, terminer sans dire ce mot. L'organisation de cette conférence-là est bien entendu soutenue par
l'association des étudiants nigériens, mais aussi l'association des Guinéens de Normandie qui partent sur le terrain pour mobiliser en tout cas tous les ressortissants, la diaspora africaine aussi des Français, voilà, parce que la conférence sera animée par des universitaires et des professionnels. Mahamoudou Bari, merci. Merci Ahmed. Diplômé en droit des affaires et fiscalité, chercheur à Afiking Africa, un institut de recherche d'enseignement sur la paix et qui est basé à Dakar et à Abidjan. Merci. D'être venu dans l'entretien du jour. J'aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau à d'autres occasions pour qu'on évoque d'autres problématiques liées au continent africain. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente... Voilà. Voilà. Vous avez suivi, maman. Donc, la maman de Mamadou Bari, votre fils a été tué par la mafia France-Afrique. Vous voyez ici, maman, Emmanuel Macron. Lui, le jeune Emmanuel Macron, président de la République française. Moi, je suis plus âgé que Emmanuel Macron. Emmanuel Macron que vous voyez ici, il ne veut pas que l'Afrique centrale retrouve sa souveraineté. Il ne veut pas que les autres pays africains qui sont dehors de la zone de l'Afrique centrale, mais qui a été colonisée par la France, ils ne veulent pas que ces pays-là aient leur souveraineté, parce que qui parle de la souveraineté parle de leur propre exploitation de leur propre minerai. Et ils ne veulent pas que nous ayons l'électricité, ils ne veulent pas que nous ayons l'eau potable, ils ne veulent pas que l'Africain puisse se soigner convenablement dans des hôpitaux. Ils ne veulent pas que l'Africain ait accès à l'éducation nationale en Afrique. Ils ne veulent pas. Donc pour eux, ils veulent que l'Afrique reste toujours sur l'état de la pauvreté. Ils veulent que les Africains souffrent. Ils veulent que les Africains soient toujours considérés des esclaves. Ce que Emmanuel Macron, qui est ici, président de la France, a oublié. Quand la France a été occupée par Hitler, ici, et Charles Pétain, ce sont nos parents, arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, qui sont venus pour libérer la France et libérer l'Europe. Ici, c'est les tirailleurs africains. Est-ce qu'en France, ils parlent des tirailleurs africains? Affaires classées. On ne parle jamais d'eux. On parle des Américains, on parle des Européens, mais on ne parle jamais des tirailleurs africains. Parce que pour Emmanuel Macron, il ne faut pas qu'on parle des Africains. Ceux qui ont libéré la France, ceux qui ont libéré l'Europe. Voilà, ce sont nos parents, les tirailleurs africains, qui ont libéré cette France. Et cette même France, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souffrir le peuple africain. Ils maltraitent les peuples. Maman, vous la maman de Mamadou, ainsi que toute la famille. Regardez en France, comment on maltraite les migrants. On les laisse dormir dehors, l'été, l'hiver. On dirait comme si c'était des rats. Regardez en Italie ce qu'on fait aux migrants. Regardez en Espagne. Regardez au Maroc. Ils prennent les migrants, ils les amènent dans les déserts. Ils les laissent dans les déserts, sans eau, sans nourriture. L'homme noir, ils sont en train de le massacrer. Voilà pourquoi le discours d'Emmanuel Macron, les Africains doivent faire moins d'enfants, parce que ce sont les enfants qui amènent la pauvreté. Grandement faux. Ce sont les pillages de nos richesses, de nos ressources, qui font que l'Afrique se retrouve dans un calvaire impitoyable, de pauvreté, de misère. Les dictateurs qui sont en Afrique, les chefs d'État soi-disant, travaillent pour les firmes des multinationales de la finance. Et les firmes des multinationales de la finance
ce sont les multinationales financiers qui organisent des guerres en Afrique, qui donnent des armes pour tuer les Africains, pour que l'Afrique soit toujours plongée dans le calvaire. Et c'est cette mafia. Ils étaient en train de suivre votre fils depuis. Votre fils a été suivi depuis par les tueurs de la France-Afrique. Et vu ces tombées à pic au moment du football de la CAN, ils se sont dit, vu il y a le football de la CAN, nous allons payer des Arabes. Et nous allons payer des Arabes pour faire le sale boulot. Mais maintenant, ils ont payé des Arabes pour tuer votre fils. Et votre fils n'a été pas tué par une seule personne. Non. Il a été tué par plusieurs personnes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont y faire passer que votre fils a été tué par une personne qui était malade de tête. Soi-disant, il était dans l'hôpital psychiatrique avant. Et on va faire passer cela comme si votre fils a été tué par un malade, mais grandement fou. Et maintenant, ils vont faire passer la scène comme en disant, non, c'est un système raciste, les Arabes contre les Africains. Et c'est ce qui se passe. Mais en réalité, c'est pas ça, maman. C'est pas ça. La mère de Mamoudou, Barry, c'est pas ça. Ce qu'ils disent sur le raciste, que c'est des Arabes qui ont tué un Turc qui a tué votre fils, c'est grandement faux. C'est la mafia de la France-Afrique. Au nom de Papa Simon Kimbangu, au nom de Kimpavita, au nom de tous les ancêtres qui sont en moi, votre fils a été tué par la mafia de la France-Afrique. Et Emmanuel Macron, il le sait très bien. Il le sait bien. Et la police française, ils le savent très bien. Mais ils ne vont jamais parler. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour un système. Ils travaillent pour le système d'agenouiller l'Afrique. L'Afrique, il faut que l'Afrique reste toujours à terre. Il faut que l'Afrique soit toujours zéro. Il faut que les Africains souffrent. Et ça, c'est le plan de la France. Et Emmanuel Macron, pendant que je suis en train de vous parler, maman, hein, il me regarde. Mais je vous dis, c'est la mafia de la France-Afrique qui a tué votre fils. Maintenant, je vais donner ce message à tous les Guinéens. Peuple guinéen, c'est votre frère le tiers africain, Georges Passy. Mamoudou Barry, notre frère à nous tous, le fils à toute l'Afrique, n'est pas mort par rapport aux propos racistes, comme on nous le fait croire dans les médias. Grandement faux. Notre frère et le fils de toute l'Afrique a été tué par la mafia France-Afrique. Cette mafia qui ne veut pas que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Cette mafia qui nous fait croire que nous avons eu 60 ans d'indépendance. Grandement faux. Votre fils et le frère de toute l'Afrique et le fils de toute l'Afrique a été tué par la mafia de la France-Afrique. Emmanuel Macron le sait bien. Et cette mafia suivait votre fils depuis. Votre fils, c'était quelqu'un qui avait une tête. Mamoudou Barry, c'était quelqu'un qui avait une tête. C'était un génie. À l'âge de 31 ans, écoutez quelqu'un qui faisait des conférences, qui parlait sur les sujets, des stratégies, des ressources minières. Non, c'était un génie. Et ce génie, on nous l'a tué. Tous les génies africains, on les tue. Tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique, on les tue. Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que la France ne touchera pas une chevelure de ma tête. Je n'ai pas peur parce que je suis un guerrier. Je n'ai pas peur parce que je sais que Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara avait dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je n'ai pas peur du système de la France-Afrique. Je n'ai pas peur des multinationales qui ont tellement tué chez nous en Afrique. Chez moi, au Congo-Brazzaville, il y a eu un génocide. Un grand génocide. Sassou Nguesso a tué des millions de gens aux poules pour que la France
puissent voler les minéraux chez nous au Congo, pour que la France puisse avoir la même mise sur les minéraux. On a tué les gens, on a fait des choses incroyables. Sassou a fait venir des Rwandais Tutsis, couper les gens avec des machettes. Ce qui se passe au Grand Congo, RDC, c'est ce qui s'est passé chez moi au Congo-Brazzaville. Je vous donne ce message. Écoutez-moi bien, peuple africain, de toute la France. Sortez de l'aliénation. Sortez dans les églises catholiques. Sortez dans les églises des réveils. Dieu ne vous écoute pas là-bas. Jésus-Christ ne vous écoute pas. Sortez, ce sont des églises d'aliénation. Ce que vous devez faire, peuple africain, appelez Kimpavita, appelez Papa Simon Kimbangu, appelez tous vos ancêtres, tous nos ancêtres africains. C'est ça la solution. Sortez dans les églises, sortez dans ces églises. Les mosquées maintenant, les Africains vont dans des mosquées. Les mosquées sont les religions, la religion arabique. Mais les Africains vont dans les mosquées prier avec les Arabes. Regardez, regardez, est-ce que Allah a dit qu'un homme doit ôter la vie d'un autre homme? Non, Allah n'a jamais dit cela. Mais eux, ils tuent l'homme noir. Regardez ce qu'ils font dans les pays arabiques, sur nos sœurs arabes. Regardez bien ce qu'on fait sur nos sœurs arabes. On les viole, on les tue. Mais c'est quoi ça? Ça se passe où? Dans les pays arabiques. Dans les pays arabiques, il faut savoir une chose, nous sommes en guerre. L'Africain doit comprendre une seule chose, que l'homme blanc n'est pas son ami. Et comme Général de Gaulle disait, la France n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts. Et ça, c'est ce qui se passe. Hein? C'est ce qui se passe. Hein? Et c'est ce qui se passe. Regardez ce qu'ils font dans les pays arabiques. Regardez ce qu'ils font dans les pays arabiques à nos sœurs. C'est ce qui se passe dans les pays arabiques. Regardez. Bravo. Voilà. Ils tuent nos sœurs dans les pays arabiques. C'est ce qui se passe. On tue nos sœurs. Pourquoi on les tue? Les sœurs noires dans les pays arabiques. C'est ce qui se passe. Ils tuent nos sœurs noires. Pourquoi? La haine. Ils ont la haine vis-à-vis de l'homme noir. Ils n'aiment pas l'homme noir. Et il est temps que l'homme noir sort des mosquées, que l'homme noir retrouve ses ancêtres, que l'homme noir puisse retrouver qui est Papa Simon Kimbangu, qui est Kimpavita, que l'homme noir cesse de continuer à croire à des mensonges. Oui, à des mensonges, parce qu'il y a tellement de mensonges dans la religion. Voilà pourquoi nous devons repartir dans nos origines, connaître qui nous sommes réellement. Il faut que nous sortons réellement de l'aliénation. L'homme noir doit sortir de l'aliénation. Et je donne ce message à tous les noirs. Sortez de Château-Rouge. Arrêtez d'aller juste à Château-Rouge pour faire les marchés pour manger. Vous aimez aller à Château-Rouge. Sortez de la gare du Nord. Allez dans les provinces. Connaître les réalités des provinces. Connaître les réalités parce que c'est là-bas vous serez réellement qui est l'homme noir. Vous serez réellement pourquoi on maltraite les Noirs. Pourquoi on tue les Noirs en France. C'est ça. Je vous le demande. Sortez de l'aliénation totale. Voilà. Voilà le message et le message que je voulais passer. Voilà. Je cherche un truc ici pour montrer nos sœurs ce qu'on leur fait aussi. Je suis en train de chercher. Non.
Bon, je ne vois pas, donc, je vais chercher sur un autre truc. Mais avant tout, je vais vous faire voir un truc. Où est-ce que moi, je parlais, maman. Vous allez voir. Mais monsieur Hollande, donnez-moi un instant. Voilà. Je redémarre le truc et je vais remettre. Donc, ce que j'avais envie de dire, maman, écoutez bien. Toute la famille de Mamoudou Bari, votre fils a été tué par la mafia de la France-Afrique. Ce n'est pas l'histoire de racistes arabes ou puis un jeune turc. Non, 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 non. C'est la mafia de la France-Afrique. Ils ont payé des Arabes pour faire le sale travail. Maintenant, pour qu'on fasse croire que c'est le système raciste. Mais grandement faux. Grandement faux. Et l'Afrique retrouvera sa souveraineté. L'Afrique doit sortir du système du jeu de la France-Afrique. La France-Afrique doit laisser le peuple africain tranquille. L'Afrique aux Africains. L'Europe aux Européens. Les États-Unis aux Américains. La Chine aux Chinois. C'est comme ça. l'endroit de merde. Nous allons vous mettre... Mais monsieur Hollande, 2017, toi Emmanuel Valls et ton Sarkozy l'endroit de merde, nous allons vous mettre barrage. Vous avez notre parole. Vous allez voir, 2017, on va vous mettre barrage. Vous êtes des terroristes d'État, des grands voleurs, des assassins, assassins génocidaires. Hollande, tu me connais bien. Maintenant, ça va être kiff-kiff. Voilà. Et la police, moi, j'ai pas confiance parce que ils travaillent pour vous, Hollande. J'ai pas confiance à la police. Mais vous prenez l'homme noir, pourquoi? Respectez l'homme noir. Voilà. Vous prenez l'homme pourquoi? Respectez l'homme noir. Ça, c'était moi, maman. C'était moi, la famille de Bari. Hein? De Mamoudou Bari, c'était moi. Je parlais devant la police, devant la DST, devant les services des renseignements français. Moi. Voilà. L'homme qui ne craint rien. Parce que moi, j'ai Dieu avec moi. J'ai tous les ancêtres avec moi. Et l'Afrique va se libérer. Emmanuel Macron, il doit savoir que l'Afrique n'est pas la serpillière de la France. Le peuple noir ne se sont pas des sous-hommes. Parce qu'en France, on prend l'homme noir pour un sous-homme. Et les peuples africains ne sont pas des sous-hommes. Voilà, maman, ce que j'avais envie de passer comme message. Sur le tiers africain, Georges Passy, l'homme qui dit toujours la vérité, et l'Afrique doit se libérer. Voilà le message que j'avais envie de dire. Et mes condoléances encore à toute la famille. Mais cette histoire de Mamoudou Bari, nous ne laisserons pas passer cette histoire. Toutes les associations de la libération africaine ne laisseront pas passer cette histoire.
Voilà ce que j'avais envie de dire. Que Dieu nous garde bien. Merci de m'avoir suivi. À bientôt et au revoir. Merci.